L'Afrique, matrice originelle de l'humanité, terre des ancêtres, gardienne des secrets de la vie et des lois cosmiques. Depuis des siècles, ces enfants dispersés à travers le monde portent en eux une nostalgie, une soif, un appel silencieux. Cet appel, c'est celui de la reconnexion. En 2024, la première édition avait ouvert le chemin. Mais en 2025, la deuxième édition s'est relevée comme une confirmation, un saut, une renaissance en marche. Ce n'est plus un événement, c'est un passage. Kemet de télévision en est le pont, les ancêtres en sont la voix. Tout commence à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Les regards s'illuminent. Pour beaucoup, c'est la première fois. Premier souffle sur la terre-mère Kama. Premier pas au Cameroun, encore appelé le continent. Le continent. De là, la caravane est conduite vers le village de la Reconnexion, espace consacré pour accueillir cette traversée initiatique. Les premiers arrivés, une fois installés, eurent l'occasion d'un premier contact avec la terre et ses merveilles. Découverte de l'artisanat, immersion dans le jeu traditionnel Songo, visite des ateliers de fabrication de meubles en rotin, instant partagé avec les vendeurs d'arachides, photos complices, rire fraternel. Et tout en haut là, c'est sur en pierre. Oui, là c'est des porte-clés. Et là maintenant c'est de ça. Tu sais les tableaux que les enfants impriment maintenant, ils sortent ça. Non, là c'est la vraie peinture. Quand vous allez toucher, quand vous allez prendre le tableau, un tableau par exemple comme ça là, vous allez ressentir la peinture. Oui, la je peinture connais, mais là. quand je vois ça, je sais que c'est la peinture. Voilà. Les derniers plans sont que vous pouvez bouger. Là, c'est moins cher que moins cher. Pas placer nous avec. Même là aussi, il y a l'atelier. Partout là, c'est l'exposition. La journée s'achève autour d'un repas copieux. Poisson d'eau douce, fruits généreux, parfum d'enfance retrouvés, un avant-goût du festin culturel qui les attendait. Le lendemain, alors que tous les participants avaient enfin rejoint le village, la grande prière d'accueil fut prononcée. Une prière d'ouverture qui liait les cœurs et les esprits sous la bénédiction des ancêtres. Pauvre sur la terre de nos ancêtres. Merci pour le souffle de vie, pour ce repas qui approche et pour la fraternité qui nous unit dans cette grande reconnexion. À ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue dans la demeure du retour. Que vos pas ici soient bénis et vos cœurs ouverts à la transmission. À Sa Majesté Chiwendemabo, nous lui réaffirmons notre soutien indéfectible et restons unis à lui dans cette épreuve que seul l'amour des siens peut alléger. Que la Mahad nous guide en ce jour et que ce repas nous fortifie pour poursuivre notre engagement. Au tête. Après un petit déjeuner spécial, les participants purent échanger, se découvrir, se reconnaître dans cette fraternité retrouvée.
l'occasion fut donnée de participer au Nouvel An Kamite, organisé par l'association Retour aux sources ancestrales. Un groupe de musique traditionnelle enflamme les cœurs. Nos hôtes sont conquis. Et parce que la culture vit d'alliance, vient le temps des signatures. Jumelage entre l'association La Couronne de Saint-Martin, représentée par sa présidente Marie-Pierre Jacob, et diverses associations sœurs, avec une mention spéciale pour la chefferie de 2e degré de Kongwa, dans la circonscription de laquelle se trouve Kemet Télévision. Poignée de main, engagement, saut. La diaspora et la tradition scellent même à venir. Le jour suivant, après le petit déjeuner, repos, échange, les participants ont découvert une boisson à la fois festive et médicinale, communément appelée le torboyo. Un whisky traditionnel, infusé d'écorce, de bitacola, d'oignon, d'ail et d'autres secrets des anciens. Les corps s'échauffent, les âmes s'ouvrent. Mais cette journée était aussi une préparation. À minuit, le baptême Kamite devait avoir lieu. Un grand feu fut allumé, les éléments sacrés furent disposés. Et dans le silence de la nuit, chacun vécut une expérience émotive, intime et nouvelle. Le baptême Kamite, porte d'entrée vers la connaissance de soi. Si tu as déjà cherché la femme d'autrui, le mari d'autrui, c'est l'occasion de le murmurer. Allez, go. Viens le reste au sol. Viens le reste au sol. On ramasse même au sol. En prenant, tu murmures tes vœux. En prenant, j'enlève autant de ma vie, j'enlève ceci de ma vie, j'enlève ceci. Au matin, le groupe fut conduit sur les sites d'initiation. Certains partirent à Bodmakak, dans la forêt sacrée du Mbombok Mandeng Biboum, pour la pré-initiation au Mbok. D'autres furent reçus par Sa Majesté Wendo Mabou, prêtre du Vaudou, pour l'initiation au Fa. Ces instants, chargés de mystère, furent vécus dans le respect et la ferveur. Quelques clichés furent autorisés pour témoigner sans trahir le sacré. Bambarana, Tensuhani, Kasoko Babon Bakine, Mabungu Mangui, Lamabungu, and the Mabungu Yangui, Lumbu Vasugui Vatara. Ivani Ramana, Mabumila Kang, Midnight Manara, Baramatina, Galambara,
retourner. Surtout dans le but de retourner auprès de vos ancêtres, maintenant qu'ils vous accompagnent tout au long de votre séjour terrestre. C'est ce que vous demandez ici. Que vous revenez à eux, que vous faites confiance à eux, que c'est eux qui vont vous guider à partir d'aujourd'hui. Tu commences par ton nom. Oui, tu as parlé dans le cœur. Oui, c'est bon. Non, ça ne dérange pas. Chez les bas. Donc, vous prenez, les hommes prennent ça. On fait attention pour ne pas faire tomber les graines. Et on y va là-bas. Bodo, mi fait un pain. Boana oui. Yo ne si FIFA le wena nu FIFA wena you bezami tome. Ye kale gbon fi bo nga hansien sien. Bodo wi nu bo mu. Ani muro tanu keto, ani mu bo comme si tu dis je keto si tame. Mais na so aliwe, mais na glo aliwe, mais na do bowe, mais na gwazewe a. Ana je tanu mene le bikui ou faut nous former tous ces vœux de protection. Hein? Moi, tant je voudrais tous ces vœux de protection. Quand on finit de formuler ces vœux de protection, et si quelqu'un a un problème particulier, il dit, il ferme, il enlève la clé. Il garde sa clé. Peu importe le problème. Oui, peu importe le problème. On a compris, non? Oui. Donc on commence par les vœux de protection. Oui, c'est la divinité qui les bandits. Ceux qui fument, tu lui donnes la cigarette maintenant, il fume, il pompe, il rejette, il pompe, il rejette. Le retour au village n'est pas une fin, c'est une renaissance. On lave la poussière des sentiers sacrés, on échange des regards qui en disent long, on respire plus large. Des larmes discrètes, des sourires neufs. La transition est douce. On se regroupe, on chante à voix basse et chaque soir autour du feu, les enseignements reprennent. Dans le studio de Kemet Télévision, une émission spéciale donne la voix aux candidats. Témoignages, confidences, rires et silences habités. Chacun partage ce que la deuxième édition de Kemet Reconnexion a changé en lui. Des Antilles à l'Europe, de l'Amérique à l'Afrique, les accents varient, mais la vérité est la même. Comme tout Africain expatrié en Occident, nous sommes toujours à la recherche de notre identité. Certes, nous avons une certaine image de nous-mêmes, mais de la réalité en elle-même, nous sommes toujours à la recherche, à la quête de notre essence que nous n'avons pas eu dès le bas âge, ce qui nous fait toujours chercher. Et comme l'Afrique a tout ce qu'il faut, on a cherché ailleurs, mais on a oublié que c'est là où nous sommes nés, là où nous venons, qu'il faut chercher à trouver qui nous sommes. D'où notre initiation sur la terre de Kama. Je ne peux pas dire que non, je n'ai pas été satisfaite, ça ce serait mentir. Mais comme rien n'est par un coup de baguette magique, donc ça s'est très bien passé à ma grande surprise. Et on verra par la suite comment on arrive à assumer cette responsabilité que je peux analyser, que nous fuyons toujours, parce qu'on dit c'est toujours la faute aux autres, on pointe toujours les autres du doigt,
Mais on a eu l'occasion de prendre, l'occasion et le courage, de prendre notre courage pour accepter cette réalité qui nous responsabilise comme il se doit. Donc, on pourra dire par l'avenir ce qu'il en est, mais pour le moment, je peux dire que il faut prendre le temps d'aller à la démarche de ce qu'on a entrepris. Je veux simplement dire que c'était un temps que j'ai mis à part, où j'ai laissé toutes les préoccupations à tous égards pour me ressourcer, pour me reconnecter. Et c'était vraiment une époque, c'est pas terminé, c'est une période très enrichissante et j'aimerais pouvoir revenir l'année prochaine. Je suis dans la gratitude. Oui. Et j'ai un message d'amour à partager. Je suis afro-descendante. J'étais loin, très loin de mon continent, de ma famille. Ici, j'ai pu rencontrer des jeunes, des moins jeunes, d'horizons différents, de pays différents. Quelle richesse! Je suis la doyenne et je me réjouis parce que j'ai tenu, en dépit des voyages, de l'âge, j'ai tenu, je me sens forte, plus forte, et je veux encore aller plus loin avec l'aide de mes ancêtres méritants. Alors voir une maman comme toi, partir de Saint-Martin jusqu'au Cameroun, nous également, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Merci. La reconnexion passa aussi par la communion avec la nature. En partance pour la visite du site touristique, les participants s'arrêtèrent pour contempler la nature et acquérir des objets traditionnels comme le pilon, les tambours, symboles de travail et de transmission. Une fois sur le site d'Ebogo, après les formalités d'usage, les participants traversèrent le fleuve Nyong en pirogue et méditèrent sous l'arbre centenaire de la fécondité où chacun grava son nom, comme pour sceller son retour sur la conduite du guide Amougou. On est sur un pied, en dialecte, l'arbre s'appelle écou, ça a les vertus médicinales. Oui, et si quand vous aviez la fièvre, on prélève ces écorces. On prend une assiette avec de l'eau potable, on met au soleil et après avoir pris un repas, au lieu de l'eau, vous buvez l'eau de la mienne. Et ici, quand il y avait le Covid, c'est ce qu'on prenait pour le Covid. Ouais. Ça s'appelle mienne en français et en dialecte, c'est écouk. Oui, écouk. Sa mère. Oui, sa mère. Avec des... Ça servait blanche. Oui. On nous vendait ça en ville. Oh, oui. Pendant le Covid. Tout le monde prenait les coups. Ouais. Ça nous a fait toucher. On était immunisés. Tout ce que les blancs disaient, couvrir le visage, couvrir le nez, non, on s'en foutait. C'était mal. Ah, il a aussi les racines debout là. Ici, c'est le palétuvier, donc. Il est très très géant. Les racines suspendues aussi. Les racines suspendues pour faciliter le passage de l'eau.
Moi, c'est Amourou Pierre-Éric, je suis guide local au site touristique de Bougou. Et là, nous sommes sur un pied du Wapaka. Ouais, ça a des vertus médicinales. Ici, quand vous aviez le problème de dos, vous prélevez les écorces, vous les faites bouillir. Après avoir les fait bouillir, à l'aide de la poire, ouais, vous passez par la porte de derrière et là, ça vous nettoie la ceinture rénale. Et pour les femmes qui ont les problèmes de trompe bouchée, ça débouche aussi les trompes. Oui, on l'a donc surnommé l'arbre de la fécondité. Oui, parce que nos grands-parents, à l'époque, il n'y avait pas d'enfants dans le village. Oui, ils sont donc venus faire des rites traditionnels au pied de l'arbre et tout de suite, le village était plein d'enfants. Ouais. Ça s'appelle le dabema en français et atui en dialecte. Ouais. Donc on préfère l'appeler l'arbre de la fécondité. On peut partir avec? Avec les écorces. Celui-ci on ne peut pas prélever, mais au village on peut vous donner quelques écorces. J'aimerais bien, s'il vous plaît. Combien de fois? Donc c'est ton hyperpression. Parce que tu n'as pas encore vu les nouveautés. C'est que tu n'as pas vu tout quel c'est beau, oui. Le truc qui vient de sortir là, non? Là, tu veux marquer. Je me lève. Vas-y. Peu après, ils prirent un repas sur place, savourèrent les mets traditionnels. Puis vint le temps de la grande conférence sous le thème « Se reconnecter pour reconstruire » vers une renaissance africaine consciente et organisée. Je vais donc vous donner le programme de la conférence. D'abord, la thématique centrale qui s'intitule « Se reconnecter pour reconstruire » vers une renaissance africaine consciente et organisée. Le premier intervenant, c'est Maître Nouga, 20 minutes, et le sous-thème qu'il abordera est intitulé « La reconnexion aux droits ancestrales et aux institutions initiatiques ». Il va parler entre autres de l'importance du lien aux lois cosmiques et aux coutumes également, de comment ces institutions peuvent structurer une société équilibrée. Il va nous parler également des risques de la rupture avec les traditions authentiques et enfin, appel à la restauration des siècles, lignage et ordre traditionnel africain. Le deuxième intervenant, c'est Todd Abonné, qui
qui interviendra pendant 20 minutes également. Et le sous-thème est intitulé « Les fondements métaphysiques de la Renaissance africaine ». Il va nous parler, entre autres, de la reconnexion à l'esprit originel, entre parenthèses, le Ka, le Ba et la Mahat. Le troisième intervenant étant Sa Majesté Wendemabou pendant 15 minutes, et le sous-thème est intitulé « Le rôle des chefferies et des confréries spirituelles dans la reconnexion ». Il va nous parler également des chefferies traditionnelles comme relais entre l'invisible et le visible, la responsabilité des détenteurs de savoir dans la transmission. Chers nouveaux initiés, si je peux le dire, on va se lever pour faire, comme il est de coutume, la prière justement relative à l'événement de ce matin. Amon-Ra, source de toute lumière et de toute énergie, nous voici rassemblés en ce jour à l'aube de la dernière étape de cette grande reconnexion. Que la force des ancêtres, gardiens du savoir et de la mémoire, entoure chaque cœur présent en ce lieu. Nous invoquons Mahat, loi cosmique de vérité et d'équilibre, afin que nos paroles, nos pensées et nos actes s'alignent sur l'ordre universel. Que les Nétérous veillent sur cette conférence et que la sagesse d'Isis, la puissance de Sekhmet et la clarté des Djéoutis guident nos intervenants, notamment Maître Nougal l'Ancien, Totabonné, qui est ontologue, métaphysicien et égyptologue, et Sa Majesté Wendemabou, haut dignitaire du Vaudou, qu'il soit porteur de lumière et d'enseignement qui élève l'esprit. À vous, frères et sœurs venus pour cette reconnexion, nous adressons presque un au revoir, mais surtout un à bientôt dans la continuité de ce chemin de conscience et d'unité. Nous tournons aussi nos pensées vers Sa Majesté Wendemabou, dont le cœur traverse les épreuves du départ de sa mère. Que les ancêtres l'accueillent dans la lumière d'Amon-Ra et que la force des lignées le soutienne dans son voyage dans quelques jours pour le Bénin. Et que la soirée culturelle de ce jour soit un moment d'harmonie, de partage et de réjouissance où nos âmes danseront avec celles des ancêtres. Ainsi s'accomplit notre parole, ainsi se réalise notre intention sur l'œil bienveillant d'Amon-Ra et de la Mahat éternelle. Trois fois peut-être. Posez sa volonté. Et figurez-vous qu'on nous dit que Dieu est Seigneur. Donc il impose, c'est un individu qui impose sa volonté en marge de la volonté de l'ordre de la nature, qui est le fondement. L'ordre de la nature est le fondement de la connaissance scientifique et également de la rectitude. Parce que il est impossible de mettre de l'eau sur le feu et d'espérer avoir du feu. Voilà une règle qui n'a pas à être imposée à qui que ce soit, qui est et qui sera toujours. Le droit africain relève de ce type de règle. Le droit qui façonne la société des hommes est un droit de la rectitude. Tetele, c'est une langue petite du Cameroun. Telepsip, c'est une autre langue de la communauté bassin du Cameroun. C'est deux termes qui fondent le droit et qui fondent les sociétés humaines. Écoutez, je pense que vous avez perçu là quelque chose que je ne peux pas développer parce que c'est très important. L'ordre cosmique
qui sous-tend l'existence de la vie en commun. Vous ne pouvez pas demander au soleil que parce que vous êtes un seigneur, parce que vous avez atteint une dimension sociale, je ne sais pas comment, que désormais le soleil partira plutôt, au lieu de sortir de là, il sortira de là. Parce que tout cela relève de l'ordre cosmique. Et quand on dit ordre, on renvoie au droit. Les valeurs de la rectitude relèvent de là. Vous allez comprendre, sans doute pour finir sur la thématique, que les institutions sociales doivent relever d'un ordre de la nature. Et il en a presque toujours été ainsi. C'est pour ça que des principes comme les élections n'ont pas été le principe guide, par exemple, du choix. L'application de la science a permis ce qu'on appelle, puisque nous parlons français, les oracles, de désigner qui doit mener les hommes quand il faut les mener. Parce que les hommes n'ont pas toujours besoin d'être menés. Voyez-vous, on nous a assis sur un principe de prière. Vous savez bien ce que... Il ne faut pas refuser d'admettre ce que c'est que la prière. La prière, c'est demander de l'aumône. Dans la société africaine, demander l'aumône est une faute. Parce qu'il faut travailler. Donc, la déconnexion dont j'appelle à sortir pour se reconnecter à la connaissance permet évidemment de construire des institutions nouvelles qui sont un espoir pour toute l'humanité. Pour finir, définitivement finir, je dois vous dire d'où vient ce que je dis. Parce que nous sommes dans une société où si vous n'avez pas présenté votre doctorat, ce que vous dites ne vaut rien. Moi, je ne suis pas docteur en doctorat, non. Ni même à rien du tout. Ce que je fais, je l'ai demandé à mes ancêtres. Je leur ai demandé la connaissance. Et je vous transmets ce qu'ils m'ont autorisé à vous transmettre. Il y a beaucoup d'autres choses à transmettre dont je n'ai pas l'autorisation. Je ne vous les transmets pas. J'appelle cela, en présence des docteurs et des initiés, j'appelle cela la crypto-anthropologie. Quelquefois, je rêve, je reçois des messages. Quelquefois, je reçois des rencontres. C'est de là que me vient tout ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous autorise à critiquer, à remettre en question ce que je dis. Et s'il y a des questions, je sais pouvoir y répondre. Monsieur le modérateur, j'espère que je n'ai pas débordé mon temps. Et c'est sur ce que je finis. Je répète que le thème est difficile et important. Il est aussi volumineux. Je l'ai pris dans la dimension où je pouvais poser des bases de compréhension. Je vous remercie. Est-ce qu'on va applaudir très fort Maître Bouba? La religion de Dieu. A-t-on besoin de tuer les gens pour leur enseigner la vérité? N'est-ce pas, la vérité est que quand on dit le soleil est sorti le matin, tout le monde constate qu'il y a le soleil, mais tu te tais, et il n'y a des choses sur lesquelles on ne débat pas. Il y a la pluie, tout le monde voit qu'il y a la pluie. Pourquoi tu dois me convaincre ou me torturer pour me faire accepter quelque chose? Donc aujourd'hui,
nos familles vivent dans cette réalité en croyant que non, mon père était catholique, ma mère était chrétienne, tout ça, vraiment c'est normal. Moi je suis seulement la voix, que c'est la voix de Dieu. Après on dit que Jésus est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Je pose donc la question à ceux qui raisonnent comme ça. Est-ce que le japonais pense comme toi? Le japonais ne connaît pas Jésus. Donc, parce que tu es né à Yaoundé ou à Yokadima, tu as grandi là-bas, tu crois que c'est que tes parents avaient des prêtres, les diables en soutane, c'est comme ça que je les appelle. Parce que les premiers blancs venaient avec les armes dans les soutanes. En fait, c'était les diables en soutane. L'arme là, c'est que quand je vais te convertir, si tu n'acceptes pas, je te fire sur toi. Fire! Voilà. Donc, nous constatons un phénomène, c'est que le peuple s'est laissé engouffrer parce que, ayant hérité des tortures coloniales, et plus tard, c'est devenu une habitude. Les mamans à l'époque, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que le christianisme se répand? Ce n'est pas les femmes. Par la méthode des couvents, le zigzag, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. On prenait les jeunes filles de 9 ans, 10 ans, on les envoyait au couvent chez les prêtres blancs. Ces femmes-là se faisaient endoctriner là-bas, où on leur apprenait les histoires de la Vierge Marie, de Jésus et tout ça. Mais avant qu'elles ne rentrent pour aller en mariage, c'est le prêtre qui est le premier pilonneur. Donc il ouvre le troisième œil, hein, et après maintenant, il lui dit que désormais, à travers le principe de confession, tu vas venir me dévoiler tout ce qui se dit là-bas au village. Donc, on va parler à l'oreille du prêtre. C'était un système d'espionnage institutionnalisé. Et nous, on n'a pas compris ça. C'est plus tard que les hommes se sont réveillés. Que comment? Ce matin, on était avec le chef, on était en train de parler. Il y a déjà la police coloniale, les blancs sont déjà là, pour venir dire qu'on arrête tel, on arrête tel. Qui allait dire aux gens là? C'est là qu'ils ont compris que les femmes là, à travers le CICSA, les blancs ont créé un système d'espionnage. Pourquoi ils devaient dévierger cette femme? Pour imprimer le contrôle mental. C'est pour ça que les femmes maintenant ont commencé comme à se manifester que leurs vrais amours c'est le pharaon. Le meilleur planteur, le plus gros régime, c'est pour le prêtre. Le plus gros corps du village, c'est pour le prêtre. Les meilleurs donc son mari est dans les résidus alimentaires. Et c'est le prêtre qui est dans l'opulence. Vous voyez à quel niveau les gars nous ont eu? C'est à travers les femmes. Maintenant, quand il fallait envoyer l'enfant à l'initiation, la petite fille allait à l'initiation à 7 ans. Et le petit garçon allait chez les femmes, c'était le Movungu, chez nous les petits, chez les Bassa, c'est le corps. Et au Congo, il y avait les confréries initiatives des femmes qui formaient la jeune fille. C'est-à-dire que la jeune fille, quand elle atteint l'âge de 14 ans, 15 ans, elle est déjà une femme capable de gérer un foyer. Aujourd'hui, on voit des vieilles idiotes de 30 ans, des immatures de 40 ans. C'est-à-dire que tu vois une femme, c'est une masse biologique, mais au niveau du mental, elle est comme un bébé, qu'on manipule très facilement. Et c'est l'initiation qui formait, parce que quand on dit un homme, une femme, c'est le mental. C'est pas de paraître, qu'elle est vieille, il est vieux, c'est pas ça le problème, c'est le mental. Quand on dit la maturité est mentale, elle n'est pas biologique, il a les cheveux blancs, non, c'est le mental. Donc, de 7 ans à 14 ans, tu avais 7 ans de formation pour affronter le foyer. Comment faire accoucher un enfant quand les autres mères ne sont pas là? Les femmes se faisaient accoucher elles-mêmes. C'est-à-dire que quand ça commence là, et c'est déjà ce qu'il faut faire, elle est seule. Elle arrive seulement avec l'enfant au village, que l'enfant est né. Aujourd'hui, est-ce que les femmes sont capables de faire ça? Non. Elles ne peuvent plus. Voilà mon frère qui est là. Il comprend très bien ce que je suis en train de dire. Donc on attaque les thèmes fondamentaux en ce qui concerne la Renaissance africaine. Et la Renaissance va se faire avec les femmes. Mais pas avec les femmes aliénées, jésulatrisées ou mariologisées. C'est ça. Mais les femmes qui apprennent la sagesse africaine des anciennes. Donc, on apprenait à la femme à lire la lune. Et en lisant la lune, elle lit ses menstrues, son cycle menstruel. Elle établit le rapport entre les cycles de la lune et ses cycles menstruels. On lui a enseigné le pouvoir de la lune. Comment maîtriser les énergies de la lune. Bon, les femmes qui sont là, dites-moi, vous avez appris ça?
Vous n'avez pas. Vous ne maîtrisez même plus. Vous voyez que la lune s'appelle chez nous Ngwan, la jeune fille. La lune s'appelle Ngwan, le mois. La lune s'appelle Ngwan, les menstrues. Voilà, c'est exactement le même nom. Donc la femme maîtrisait les énergies et la force de la lune. Les plus grandes initiées, les plus grandes spirituelles, que les religieux, les satanistes religieux blancs là, hein, les gens de Jésus là, moi je les appelle les satanistes, ils ont commencé à appeler les femmes initiées noires des sorcières. C'est vrai aussi qu'il y a des femmes qui faisaient du mal, qui volaient les étoiles des autres, qui volaient les chances, qui tuaient les gens. Mais je dis les mamans initiées qui étaient capables de soigner toute une communauté, de réparer à travers les rites du Tcho ou du Mba chez vous. C'est-à-dire les rites expiatoires. Quand il y a les gens qui sont morts de suite d'accidents successifs, ce sont les mamans, les grandes initiées qui s'asseyent pour rompre cette malédiction. Quand les jeunes n'allaient pas en mariage, les jeunes filles, les jeunes hommes n'avaient pas de femmes, ce sont les mamans qui réparaient ça à travers des rites traditionnels. Quand les jeunes mouraient tôt, parce que chez nous, dans la tradition africaine, quelqu'un qui meurt à 30 ans, 40 ans, c'est un drame, c'est une catastrophe. Parce que chez moi, il y a un proverbe qui dit Mimpon, miwa, minjuas, mijinanga. Mimpon, c'est les palmiers vieux qui ont déjà épuisé. Minjuas, c'est les générés, les nouveaux. Donc, quand ceux-ci meurent, les autres régénèrent pour perpétuer la vie. Voilà, c'est exactement la même chose chez les passants. Donc, il était impensable de voir un jeune de 20 ans ou un enfant de 7 ans qui meurt. Donc, il y avait un ensemble de rites qu'il fallait équilibrer pour que la communauté soit dans un enchaînement logique, perpétuel et harmonieux. C'est-à-dire, on sait que le vieux, quand il meurt même à 90 ans, il est mortel. Les gars mouraient à 120 ans, 100 ans. Je connais une maman chez les Nagonjoy, là, dans le Moufougou. Il y a une maman qui est morte là-bas, il y a de cela 4 ans ou 3 ans, à 128 ans. Je suis allé chez les Pygmées Baka à l'Est, quand j'étais encore à Vision 4, en 2019. J'ai vu un papa de 116 ans qui marchait debout comme ça là. Il n'avait pas la canne. J'ai vu une vieille maman, la vieille Gayanga, c'est comme ça qu'on l'appelait, elle avait 118 ans. Elle marchait debout, elle nous a fait les rituels dans la forêt sacrée. Aujourd'hui, les gens... Le doyen Meneur, c'est de lui ça. Aujourd'hui, il vit encore, je crois qu'il vit encore. Il vit encore et il est encore actif parce qu'il a 2 femmes. Voilà, à l'époque, il avait 116 ans. Actuellement, il a 121 ans. Donc, nous devons comprendre qu'on a... Voilà. Et puis, les vrais initiés, quand il veut les mourir, il sait comment il se couche pour revenir avec la même mémoire qu'il avait avant. C'est-à-dire qu'il y a une disposition pour prendre, comprendre. Et puis, on ouvre la porte. On sort. Puisqu'on a pris l'habitude de sortir. Donc, on connaît déjà ce qui est de l'autre côté. Donc, voilà, c'est pour résumer en disant ceci, que notre modèle de rectitude, c'est l'union entre le pilon et le mortier. Et j'applaudis encore le chien, parce que c'est fondamental. C'est le processus de régénération et de perpétuation d'espèces et d'immortalisation. Pourquoi les religions et sectes ésotériques abrahamiques sont-elles contre le culte de nos ancêtres? C'est là où je montre effectivement que à travers le culte de nos ancêtres, il y a une immortalisation par la procréation, il y a une immortalisation par les œuvres intellectuelles, il y a une immortalisation par l'architecture monumentale, comme les pyramides qui sont là. Ils se sont immortalisés, les architectes égyptiens se sont immortalisés par là. Il y a une immortalisation par l'agriculture, ceux qui ont laissé les champs, voilà, qui ont planté les avocatiers, les manguiers. Donc il y a 4 degrés d'immortalisation. Voilà, les ici. Il y a d'abord l'architecture, c'est-à-dire la maison. Il y a la procréation. Il y a les idées. Il y a l'agriculture. Même si tu es devenu un être de lumière, on ne peut pas te célébrer si tu n'as pas laissé la mémoire derrière. Les œuvres mémoriales derrière. Si tu n'as pas laissé une œuvre mémoriale derrière, tu auras beau devenir Ikem sec, c'est-à-dire étoile impérissable, mais personne ne parlera de toi.
on continuera de parler de toi à travers les 4 piliers que j'ai énumérés. L'architecture, c'est-à-dire la maison, la procréation, les idées, c'est-à-dire les livres que tu as écrits, les conférences comme celle-ci qui seront immortalisées, et l'agriculture. L'agriculture. Donc, la Renaissance africaine et l'histoire de la reconnexion, que même la reconnexion existe pour montrer la voie de la reconnexion et de la Renaissance africaine. Je ne vais pas dire maintenant s'il y a des questions, je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Ton abonné égal à lui-même. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de chefferie. Bon, un thème que moi, j'aime pas trop, parce que chefferie, c'est après le découpage de notre cher pays. Quand je parle de notre cher pays, je parle de l'Afrique. Tout le monde pourrait être d'accord avec moi que l'Afrique n'était pas un continent. Quand on parle du continent africain, ça part déjà vers l'idéologie occidentale. Parce que l'Afrique n'était pas divisée, c'était un seul pays où nous marchons, nous conversons, nous faisons tout autour d'une seule vision du monde. Et l'Afrique est devenue un continent tout récemment, juste après la conférence de Berlin, où elle a été partagée comme un gâteau d'anniversaire ou bien un gâteau de mariage, où chacun a sa part. Et quand chacun a pris sa part, les maîtres de chaque portion ont essayé de baptiser les différents territoires qui leur ont été attribués. Voilà pourquoi on a commencé par parler de la notion des pays. Maintenant, en Afrique, un pays représentait quoi? Et l'Afrique représentait en fait quoi? Et ça fonctionnait comment? Moi, je préfère beaucoup plus avancer dans ce domaine. C'est vrai que nous allons parler de royaume, nous allons parler d'empire. Mais même jusque-là, quand on parle de royaume, c'est toujours en fait lié aux appellations occidentales. Je vais un peu faire recours à ma langue maternelle que j'aime tant. Le royaume ou bien l'empire, au temps de mes ancêtres récents, avant qu'on ne partage notre cher pays comme ce gâteau, le royaume était considéré comme ce que nous appelons tout. Tout qui veut dire, dans ma langue, le mortier. Tout veut dire le mortier. Le mortier représente quoi aujourd'hui? Le mortier représente toujours ce que nous appelons l'appareil génital féminin. Parce que c'est à travers cet appareil qu'on façonne. Moi, je n'appelle pas trop... C'est en fait comment on appelle ça? L'instrument qu'on utilise pour mêler les formes, les moules. Ou bien, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, que ce n'est pas le sexe féminin qui dessine les différentes formes que nous représentons aujourd'hui? Donc, tout, en fait, signalait à l'époque ce que nous appelons aujourd'hui royaume. Et chaque royaume représente un pays. Et l'ensemble de ces pays représente ce que nous appelons aujourd'hui empire, ou bien ce que nous appelons dans l'ancien temps Topléplé, c'est-à-dire l'ensemble, l'association des taux, l'association du sexe, des sexes féminins qui représentaient effectivement ce que nous appelons les royaumes. Pourquoi taux? Parce qu'en Afrique, on essaie toujours de désigner la chose à travers le son ou bien le geste. Quand on veut désigner, par exemple, le canard dans ma langue, on dit « pat-pat » parce que le canard, pour se déplacer, a l'habitude de battre ses ailes, ça dit « pat-pat-pat-pat ». Ou bien, pour désigner le coq,
Parce que le coq, pour chanter, dit cocorioko, on dit cocolo dans ma langue. Pour désigner le bœuf, on dit mbou, parce que le bœuf dit mbou, n'est-ce pas? Pour désigner le mouton, on dit mbé, parce que le mouton dit mbé, n'est-ce pas? Exactement de la même manière que pour désigner un pays ou bien tout un ensemble de pays, on suivait toujours le son en parlant de taux. Parce que quand on tape dans le mortier, ça dit taux, 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 taux. N'est-ce pas que c'est taux qui engendre la vie? Qui peut me dire le contraire? C'est quand le pilon entre dans le mortier que ça fait taux, 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 taux. Et c'est à travers ce taux que la vie est née. Et c'est ce taux qui représente ce que nous appelons le royaume. Et l'ensemble de ces taux représente ce que nous appelons les empires. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on est entré dans un concept occidental, on s'est écarté de tout ce qui est sacré. Parce que celui qui est sorti du taux ne peut pas gérer le taux sans prêter les serments qui sont liés au taux, qui sont liés au royaume. Je ne parle plus de cette règle. Et depuis qu'on s'est écarté de ces principes, ceux que nous appelons aujourd'hui les chefs, les majestés, ainsi et cela dans nos différents chefferies, sont quoi exactement? Les francs-maçons, les rosicruciens, les pasteurs, ou bien les homosexuels. Parce que ceux-là viennent avec beaucoup plus une vision qui n'est pas la nôtre. Quand ils viennent, généralement on les envoie beaucoup plus en mission pour essayer de rendre le territoire plus facile, perméable aux différents ordres. Et eux autres, ils font le grand travail, les autres viennent, c'est pourquoi il est plus facile. Aujourd'hui, quand nous parlons de nos chefs du premier degré, du second degré, combien de ces chefs sont des initiés? Personne, je ne crois pas. Si je prends même la zone qui abrite l'événement de Québec Recollection, qui abrite notre chef télévision Québec Télévision, le chef de la zone, ben, il est bien sûr catholique. Et dans les environnements, le seul chef qui n'est pas catholique et qui n'est pas religieux et qui n'est pas un initié, c'est le chef de Brevet. Sinon, à part ça, tous les autres, ce sont des catholiques. Est-ce que c'était comme ça que fonctionnaient nos royaumes, ce que nous appelons nos chefferies? À mon avis, tu ne peux pas. L'Africain connaissait déjà la notion de la politique, de l'alternance politique et de la gouvernance politique. Dans mon petit royaume et un peu partout en Afrique, même pas seulement chez moi, quand on parle d'un royaume, d'un taux, c'est l'exemple typique de ce que nous appelons les gouvernements actuels. Quand on prend par exemple le royaume d'Abomey, c'est vrai qu'il y a un roi qui représente aujourd'hui ce que nous appelons le président, mais le roi ne fonctionnait pas seul. Il y avait tout un gouvernement. On avait fait des émissions pour en parler. Et le roi, bien sûr, a les ministres. Avait les ministres. Dans mon royaume, j'ai les ministres. J'ai les conseillers. On a le Toko, qui est par exemple le ministre de l'Agriculture. On a le Migan, qui est le ministre de l'Agriculture. Le ministre de la Justice, excusez-moi. On a beaucoup d'autres ministres. Et chaque ministre représente un pont, un palier de gouvernance de nos différents royaumes. Et pour qu'on puisse te nommer ministre, il faut passer
par des initiations. Le ministre de l'Agriculture doit connaître les mouvements de la Lune, le temps, la position du soleil, que dans 30 minutes il doit pleuvoir parce qu'il est initié pour. Aujourd'hui, les ministres que nous choisissons connaissent quoi de la nature? On prend un ministre de la culture ou bien de cultes endogènes qui n'a jamais été initié. Quelqu'un qui ne connaît pas la force spirituelle qu'on rencontre, qui est dans le Vitacola ou bien dans la Cola, on le met en tête des initiés. Il va conseiller quoi aux initiés? Parce qu'il n'est pas initié pour ça. Même le roi, on ne le choisissait pas n'importe comment, n'est-ce pas? Et quand bien même on choisit le roi dans les sociétés sérieuses aujourd'hui, il ne vient pas seulement, il ne commence pas du moins en premier lieu l'exercice du cours royal. Le roi doit faire la retraite dans le couvent royal, apprendre la gouvernance royale, apprendre également les actes, apprendre à connaître les actes majeurs des divinités qui sont dans son territoire, dans son ressort territorial, là où il couvert. Est-ce que nous suivons encore ça? Ce sont des questions. Je ne fais pas d'affirmation. Une conférence riche, vibrante, ponctuée de questions, de débats, d'émotions intenses. On le qualifie, est-ce que c'est comme, on peut dire que c'est comme une religion, comme le christianisme et l'islam, ou autre chose? L'endroit de mes ancêtres méritants qui ont permis que je sois ici. J'ai fait des kilomètres. Je réside dans la Caraïbe, aux Antilles françaises. Et plus particulièrement, je suis née en Guadeloupe et je réside à Saint-Martin, une île qui est située non loin de Saint-Barthélemy, d'Haïti, de Saint-Domingue. Alors, tout d'abord, merci pour le contenu de cette action. Merci pour le contenu, le fond et la forme. Je me prénomme Marie, Pierre, Raphaël et mon nom c'est Jacob. Ce n'est pas ce choix. Ça m'a été imposé à ma naissance. Aujourd'hui, je fais ce chemin de retour. Nous avons parlé tout à l'heure, j'ai étudié que mes ancêtres, les Gaulois, avaient des yeux bleus. C'est vrai, j'ai connu mon grand-père, mais aussi j'ai connu ma grand-mère, une reine mère. Elle était si jolie et je garde les traits, vous savez, les grains de beauté, ça vient d'elle. Et j'ai envie de dire que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et aujourd'hui, je me réjouis parce que il m'est arrivé de rencontrer le professeur Omotunde alors que je me rendais en Israël. Et moi, dans ma tête, je voulais l'évangéliser et lui dire, venez à Jésus. Je l'ai approché. Je n'ai même pas eu le temps de lui parler. Je lui ai simplement dit, je me rends en Israël. Il m'a dit, si vous voulez connaître la vérité, allez en Égypte, allez en Afrique. L'année d'après, j'étais en Égypte. Quand j'ai regardé, vous savez, il y a toujours des guides parce que vous faites un voyage touristique. C'était un voyage touristique. J'aime poser des questions. Je demande quelle était la couleur de Pharaon. Il me dit plus blanc que lui. Je demande pourquoi tous les nez sont coupés. Il me répond les missiles de Bonaparte, ils ont coupé les nez. Et je regarde, je dis, il me prend pour une idiote.
je regarde la corpulence, le nez, les yeux, enfin les nez sont coupés, les lèvres. Je me dis, mais non, c'est mon frère, il me ressemble. Et donc, aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir fait ce retour aux sources. Vraiment, c'était un moment formidable. Et j'aimerais passer ce message. Qu'importe ce qui m'arrivera demain, mais je veux dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ne m'appelez pas descendante d'esclaves. Je suis une afro-descendante et fille, petite fille de roi et de reine. Je suis fière de l'être. Et que dire d'autre? Nous avons un travail à faire. Nous avons chacun une mission à accomplir. Nous devons soit la trahir ou l'accomplir. C'est tout le vœu que je peux nous souhaiter. Que nous puissions suivre les traces de nos ancêtres. Parce que je réalise que depuis que j'ai fait ce pas, je ne suis plus la même personne. J'ai un nouveau nom, Faï. C'est pas beau, Faï. Voilà. Et il était important pour moi de venir à Kaba. J'ai regardé mon test ADN ce matin. Je l'ai fait pendant la pandémie, mais je n'avais pas le courage de regarder. Parce que ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre. J'ai fait aussi l'arbre généalogique. Parce que pendant la pandémie, on avait tout le temps pour... J'ai retrouvé mes ancêtres avant l'abolition de l'esclavage. Et je suis fière de vous dire que je suis des vôtres. Et que... Et sachez que je vous apporte un message d'amour. Vous avez chez nous des frères, des sœurs. Vous avez la famille là-bas. Quand vous viendrez nous voir, vous marcherez. Vous direz, mais ça c'est un cousin, ça c'est quelqu'un que je connais. Nous ne sommes pas différents. Alors, bienvenue chez vous, comme vous m'avez accueilli. Chez moi, c'est chez vous. Merci. Après avoir nourri les esprits, il fallait nourrir les corps. Un grand festin fut servi, suivi d'une explosion de danse et de musique, une piste de danse improvisée. Tous les rythmes y passaient: Kassav, Makossa, Bikutsi, Bensikin et bien d'autres. Tous vibrèrent à l'unisson.
Qu'est-ce qui se passe même? La soirée culturelle, plus tard, fut un apogée. Abanda Maniekan, virtuose de la musique camerounaise, fit vibrer les cœurs. Des jeunes talents émergèrent. La sœur Ngo ici révéla sa seconde casquette, celle d'artiste musicienne. L'ambiance fut indescriptible, une nuit entière d'émotion et de communion.
Enfin, arriva le temps des adieux. Je vous donne ma bénédiction. Je vous donne ma bénédiction. Nous recevons ta bénédiction. Et je vous demande d'être toujours là où vous devez être, à côté de votre époux. Vous connaissez ma rigueur. Et tant bien même que mes fils décideraient d'avoir une seconde épouse. Non, permettez que je continue. Vous choisirez avec ma bénédiction. Avec nostalgie, les participants furent raccompagnés à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Mais dans leur cœur, une promesse. Continuer de se soutenir, garder la convivialité née de cette reconnexion, de suivre les nouveaux initiés, d'entretenir cette convivialité née au feu des rites et des chants. Kemet Télévision remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette aventure sacrée. Car se reconnecter n'est pas un événement, c'est un chemin, une renaissance, une marche vers l'élévation spirituelle et surtout un retour à la Mahat et la marche continue.